Mais comment j'ai fait pour échapper à ma crise existentielle? Partie 2. Après 13 heures de vol et 2 arrêts cardiaques liés aux turbulences, me voilà presque au Japon, enfin en Corée du Sud. Premier choc culturel, vous allez me demander de vous montrer le dernier food ou dernier achat trendy. Eh bien non. Le premier choc fut la paix et la sérénité que j'ai ressenti dans mon corps. Peut-être que c'est aussi parce que mes pieds touchent le sol après 13 heures de vol. Certes, ou plutôt par la vue de mes premiers VZ type japonais dont il faudra un long tuto YouTube pour savoir m'en servir. Toute ma vie, l'Asie c'était un endroit sur Google Maps, des vidéos TikTok à 2h du mat et des nourris instantanés à Franprix. Et d'un coup c'était réel. J'étais là, rayon duty free, mais j'étais là, à des millions de kilomètres de chez moi. À vivre un truc que la version de moi de 15 ans aurait probablement regardé avec admiration. VS la version de moi de 2026 qui regardait surtout où se trouve la première prise pour brancher mon iPhone. La vie est une histoire d'évolution, enfin je crois. Mais le plus fou, c'est que pendant des années j'ai fantasmé ce voyage et que tout s'est fait au final au dernier moment dans la période la plus moins propice imaginée. Mais je crois que c'est à ce moment-là que mon cerveau a compris que mon manque de sommeil était bien présent, mais que surtout j'étais vraiment parti. Pour de vrai. Et je me suis bien demandé si c'était le décalage qui commençait bien à taper sur ma tête ou si le fait de voyager entraînait mon globe de philosophe de salle de bain. Et pendant quelques minutes, j'ai ressenti un mélange très étrange, de l'excitation, de la gratitude et cette peur discrète qui accompagne toujours les rêves quand ils arrêtent d'être des rêves. Parce qu'au fond, rêver c'est quelque chose de confortable, mais le vivre, c'est beaucoup plus vulnérable. Heureusement que cette réflexion profonde n'a duré que 30 secondes. Bref, je suis au Japon.